Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce webinaire portant sur le maintien en emploi des personnes handicapées. Ce webinaire fait partie donc de la programmation 24-25. C'est le 12e que nous offrons. Alors, je me représente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle, Pascale Chanou, donc je suis la coordonnatrice, du comité, consultatif personnes handicapées. Le comité est un forum, multipartenarial qui joue un rôle aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière de politique publique d'emploi, donc à l'égard des personnes handicapées. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est moi qui vais avoir, le plaisir d'animer à nouveau ce webinaire. Alors, je veux en profiter aussi pour, souhaiter la bienvenue à mes 3 invités, donc Madeleine, Chantal et Mathilde. Alors, bonjour mesdames et puis, déjà un grand merci d'avoir, répondu rapidement et avec enthousiasme aussi à mon invitation. Je suis vraiment très enchantée de vous avoir, ce midi, avec nous. Alors, comment le webinaire va se dérouler? Très rapidement, en fait, je vais passer une quinzaine de minutes à converser avec chacune de mes invitées et puis on aura par la suite une petite, période de questions. Avant de commencer, quelques éléments très rapides. Vous le savez, le webinaire est enregistré pour être, rediffusé. Il n'y a pas d'enjeu particulier pour vous comme participants. Là, vos caméras vos micros sont fermés. Vous le voyez aussi, nous avons 2 interprètes, LSQ, donc Yvon, et Marie-France. Bonjour et merci de nous accompagner. Pour, bénéficier de cette interprétation, vous devrez cliquer sur la petite terre là qu'il y a au bas de votre écran comme, fonction possible si vous en avez besoin. Pour la période de questions et sauf exception, nous fonctionnerons par écrit et je vous demande d'utiliser la fonction QNR pour, poser, vos questions. Et enfin, bon, bah, si vous voulez commencer à le faire, pendant les interventions, libre à vous, il y a pas d'enjeu. Alors, je vous propose qu'on démarre, tout de suite, avec, Madeleine Laperrière. Bonjour Madeleine. Bonjour Pascal. Oui. Madeleine, très rapidement, toi, tu es gérante expérience collègue à l'hôtel Fermont-le-Reine-Élisabeth. Et puis donc, avec toi, on va aborder la question du maintien en emploi, parce que tu es un employeur qui a, mis en place certaines mesures pour intervenir dans ce domaine, davantage avec des travailleuses et travailleurs qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc c'est de cette population qu'on va davantage parler. Alors déjà, vu le titre de ta fonction, c'est quoi cette fonction d'expérience, gérante expérience collègue, pour commencer? Mon rôle, ma mission en tant que gérante expérience collègue à l'hôtel Fairmont Lorraine-Élisabeth, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente réellement inclus, que tous nos collègues se sentent valorisés pour qui ils sont et puis qu'on apprenne à bien vivre ensemble. On a tous, en tant que collègues, comme mission d'offrir un accueil le plus spectaculaire possible à nos invités et on essaye d'offrir la même expérience à nos collègues. D'accord, parfait. Et puis si les gens veulent plus d'informations, ils pourront communiquer aussi avec toi directement par LinkedIn. Alors comment pour faire une petite histoire, comment vous en êtes arrivé à, justement avoir des stagiaires et des employés avec un TSA? Puis actuellement, qui est là et depuis combien de temps? L'idée est venue à la sortie de la pandémie. On voyait pointer devant nous une potentielle pénurie de main-d'œuvre. Alors, on s'est dit qu'il fallait être créatif et peut-être plus ouvert d'esprit pour chercher différents bassins de candidats. Et notre ancienne directrice générale était elle-même très sensible à la cause du chômage chez les personnes autistes. C'était donc tout naturel qu'on s'est associé au Centre à pas de géant, qui a un volet d'éducation pour les personnes autistes adultes.
pour que Appât de Géant puisse à la fois préparer des adultes pour venir travailler dans nos hôtels et aussi, nous, de notre côté, offrir à des adultes autistes des opportunités professionnelles de stage au sein de nos hôtels. Donc, c'est vraiment donnant-donnant, une belle opportunité. On a présentement 2 personnes à notre emploi qui sont été embauchées suite à ce partenariat-là. Et on a reçu 3 différentes cohortes de stagiaires et on l'espère en recevoir de nombreux autres à l'année 2025. Même si on ne parle plus vraiment de pénurie de main-d'œuvre, du moins à Montréal pour l'hôtellerie, pour la plupart de nos métiers. On a vu beaucoup de richesse à cette initiative-là. Donc, notre volonté, nos objectifs ont changé, mais c'est une mission qui va continuer définitivement. D'accord. Et puis les 2 personnes dont tu parles, tu viens de parler, elles sont là depuis combien de temps, Madeleine? Tous deux, un peu plus de 2 ans maintenant, qui sont à D'accord. notre emploi. Oui, parfait. C'est important parce qu'on parle de maintien en emploi aussi, donc il y a une question importante. On va tout de suite passer à des choses très concrètes parce que c'est ce que veulent aussi nos participants. Puis, j'aimerais, que tu nous parles de ta vision des obstacles par rapport au maintien en emploi justement de ces travailleuses et travailleurs et puis peut-être à partir de situations concrètes en fait que tu as eu à accompagner, comme gestionnaire. Je verrais 3 comme famille, 3 obstacles principaux. Puis le premier serait définitivement le fait de devoir défaire certains préjugés. Jusqu'à maintenant, on est un hôtel attirant pour où les gens postulent. Donc, on n'avait pas de candidats très, très divers. On a eu jusqu'à maintenant des équipes, oui, certes diversifiées, mais on n'avait pas de personnes autistes qui faisaient déjà partie de notre équipe. Donc, la première chose pour s'assurer que tout le monde ait sa place, se sente inclus, ça a été de défaire les préjugés. Comment est-ce qu'on a fait ça? Bien, on a formé nos équipes. Donc, à la fois les leaders pour s'assurer qu'ils aient un leadership qui soit inclusif, qu'on donne des consignes claires, qu'on sache tirer le moyen, tirer les forces de toute personne qui fait partie de notre équipe. Former les équipes, puisque pour communiquer avec une personne autiste, on a parfois des codes sociaux qui sont peut-être un petit peu différents. Donc, faire de la formation aux gens qui vont côtoyer ces nouveaux collègues-là pour savoir tirer le meilleur d'eux-mêmes et puis bien collaborer ensemble. Et puis, finalement, former les candidats autistes aussi pour savoir bien interpréter les consignes, comment bien vivre avec des équipes qui sont déjà en place. Donc, ce serait vraiment le premier volet, défaire les préjugés. Ensuite, un obstacle, une difficulté que je pourrais dire qui est typique de l'hôtellerie, c'est la variabilité de nos activités. Donc, on a des saisonnalités, on a des grands événements, des gros congrès, qui fait qu'on a très peu d'emplois du lundi au vendredi de 9 à 5. Donc, comment est-ce qu'on peut passer au travers de ça? Ben, c'est sûr qu'il y a certains postes de métiers qui sont plus accessibles aux personnes neurodivergentes. Donc, c'est pas un hasard si nos 2 collègues travaillent à la buanderie parce qu'il y a un peu plus de stabilité dans les tâches et dans l'horaire. Mais il faut vraiment s'assurer de bien expliquer les attentes concrètement par rapport au poste, savoir qu'est-ce qui va être attendu et puis probablement se dire si la personne n'a pas travaillé pendant 2 semaines, ben, je ne sais pas comme vous et moi, si je pars en vacances, je reviens puis j'ai oublié mon mot de passe. Ben, imaginez pour une personne neurodivergente qui doit refaire sa routine, réapprendre ses tâches, c'est quelque chose auquel on doit penser, prévoir une petite formation au retour. Chose qui, honnêtement, on devrait probablement faire pour tous nos collègues. Et puis finalement, le dernier volet, obstacle que je vois, c'est les imprévus, les surprises, les changements de tâches. Encore une fois, il faut s'assurer d'avoir des consignes claires, que ce soit par les chefs d'équipe, les collègues, pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui est attendu. Lorsque la tâche sera complétée, qu'est-ce qui est attendu de moi, qu'est-ce que je dois faire, s'il y a un changement, à quel changement je peux m'attendre, comment je dois devoir le gérer. Donc, c'est vraiment beaucoup de mise en pratique, s'assurer d'avoir un bon leadership, puis de mettre des instructions claires, accessibles en tout temps. D'accord, merci. Donc il y a aussi des préparatifs dans ce que tu nous as indiqué, qui sont importants. C'est quoi les pratiques ou les outils ou les leviers de gestion, à travers aussi des exemples concrets que vous avez dû mettre en place justement pour, soutenir le maintien d'emploi de ces 2 personnes qui sont encore chez vous?
Mhm. Je vais en mentionner un petit peu tout à l'heure. Nous, on n'a pas visé l'approche de faire des accommodements spécifiques parce qu'on accueille des personnes autistes, mais on a vu plus une vision globale de comment on peut s'assurer d'avoir un leadership inclusif qui fait la place à toute personne qui pourrait avoir certaines différences. Donc, c'est un retour aux bases. On fait des formations avec nos gestionnaires à savoir est-ce que la formation que j'offre à toute nouvelle embauche est précise, rigoureuse, bien détaillée. Euh, S'assurer qu'on a un leadership qui est basé sur les forces. Ce qu'on s'est rendu compte avec nos embauches, c'est que les personnes autistes ont parfois des qualités bien plus grandes que la moyenne, là, je pense, point de vue de la rétention, l'attention aux détails, la patience, la rigueur. Si on mise puis on focus sur ces grandes valeurs-là ajoutées aux équipes, ben, ça donne envie peut-être d'investir un petit peu plus de temps et puis de faire plus d'efforts pour s'assurer d'offrir un bel accueil, un bel accompagnement. Donc, retour aux bases, vérifier que les tâches sont claires, qu'elles sont expliquées, comprises, vérifier, faire des prises de pouls, vérifier est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin, vérifier avec la personne comment ça va aujourd'hui, ne pas assumer parce qu'elle est tranquille dans son coin, c'est pas quelqu'un qui passe sa journée à parler, mais aller tâter le terrain, faire une prise de pouls, comment ça va aujourd'hui. Surtout, rien assumer. Encore une fois, quelque chose qui s'applique avec tout le monde, mais pas assumer que la personne a eu telle réaction ou telle façon de faire. Euh, il se peut qu'on ne connaît pas les réalités des gens en face de nous. Encore plus si la personne est autiste, elle a probablement une interprétation des faits qui est totalement différente. Donc, poser des questions, rien assumer, être de bons leaders finalement. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils particuliers? Là, tu nous parlais plus de pratique, Madeleine, mais y a-tu aussi des outils plus précis qui, aident à tout ça? Définitivement, on n'aurait pas pu faire ça tout seul. Donc, on a eu le support du Centre APAT Géant qui nous a accompagnés non seulement à modifier notre processus d'embauche, mais aussi à former nos équipes pour être meilleures, plus accueillantes, être capables de bien communiquer avec les équipes. Mais concrètement, la clé du succès chez nous, ça a été les coachs en emploi, donc fournis par Prêt Disponible et Capable, une personne qui est dédiée sur place pour accompagner la personne dans ses premiers jours, pour l'aider à interpréter ce qui se passe autour d'elle et surtout pour aider les équipes à bien communiquer avec les personnes, pour être capable de faire en sorte qu'elles se sentent incluses, aptes à fournir leur part de travail et contribuer positivement à l'équipe finalement. Oui, oui. Donc ça, c'est un peu les conditions gagnantes, en quelque sorte, des conditions qui ont facilité la mise en place. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi que tu voudrais compléter par rapport justement aux conditions, qui facilitent la mise en place des pratiques que tu viens de nous partager? Bien, c'est sûr, je pense qu'une partie de notre succès vient de notre culture d'entreprise. Donc, non seulement on est dans la culture de l'hospitalité, c'est ce qu'on fait dans la vie, accueillir les gens, leur faire sentir bienvenus, s'intéresser à qui ils sont, adapter nos communications, mais aussi le fait d'avoir un comité de direction qui accepte d'investir de l'argent dans du temps de formation, des choses comme ça. C'est sûr que ça aide à réaliser ce genre de succès. D'accord, ça c'est plus à l'interne. Je voudrais, t'amener aussi sur le terrain, plus des pratiques RH de l'évaluation, hein. Ça fait partie de la dimension du maintien en emploi. Avez-vous des pratiques particulières sur ce plan, Madeleine, en complément? Définitivement, pousser un petit peu plus les suivis, les prises de pouls, les retours, puis les échanges un à un avec nos embauches pour s'assurer que ça se passe bien, non seulement avec leur gestionnaire, avec nous, les RH, et aussi avec le coach de l'emploi qui revient de temps à autre faire des prises de pouls et nous assister s'il y avait un problème qui peut arriver ou une situation particulière. D'accord, donc la fréquence aussi, est importante. C'est intéressant, tu parlais tout à l'heure de ce qui pouvait aussi d'être l'ordre des bases, d RH et cetera là, ou d'une approche plus inclusive qu'intégrative. Puis, hem, c'est quoi les impacts, évidemment pour les personnes directement concernées, mais aussi, sur les collègues, sur les gestionnaires et puis pour votre organisation, en général là? Pour reprendre les mots de Derek, je m'excuse, il est anglophone, mais il nous a dit, qui est un de nos embauches avec ce programme, il a dit Nobody wants to see you fail. Donc, il a eu le sentiment qu'en intégrant l'équipe, tout le monde avait envie de l'aider et était motivé à son succès dans l'équipe.
Aujourd'hui, c'est un de nos employés superstar qui est extrêmement engagé, fier, rigoureux et qui est un ambassadeur finalement de notre établissement. Il est devenu un peu un phare pour son école et puis pour d'autres personnes autistes en montrant qu'il est possible d'avoir une place en société, d'occuper un emploi, même si on a peut-être quelques différences. Donc, je pense que nos participants sont reconnaissants de cette opportunité d'emploi, mais l'effet le plus positif, selon moi, est partagé entre le fait qu'on a dû peaufiner notre leadership au sein de l'hôtel, mais aussi les collègues sont fiers que l'hôtel est embarqué dans ce genre d'initiative-là, puisqu'on connaît tous de près ou de loin une personne qui est autiste. Mais ça a eu un effet rebond aussi, tout d'un coup, parce qu'on a parlé beaucoup de cette initiative-là. On voulait être fiers de notre succès, puis on voulait envoyer le message, tout le monde a sa place, tout le monde a des opportunités d'emploi. Mais ça a fait que du jour au lendemain, il y a plein de collègues qui sont venus nous déclarer des handicaps, qui se sont soudainement sentis à l'aise de pouvoir partager, parce qu'ils se sont dit, ah, ben, je travaille dans un établissement qui a à cœur de rendre tout le monde à l'aise. Et puis soudainement, ben, il y a des personnes qui ont dit, hey, est-ce que je pourrais avoir un macaron pour indiquer que je suis un peu malentendante? Il y a des gens qui sont sur le spectre de l'autisme ou qui ont quelqu'un dans leur famille qui serait peut-être intéressés à venir travailler chez nous tout d'un coup et qui ne savaient pas. Donc, il y a vraiment un effet positif sur l'ensemble de l'équipe, sur la fierté. Et puis, honnêtement, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'hôtel Fairmont-Lorraine-Élisabeth. C'est définitivement le projet pour lequel j'ai vu le plus d'impact positif et qui me rend le plus fière. D'accord. Je voudrais que tu développes rapidement la question du leadership, parce que les gestionnaires, c'est un acteur, comment dire, incontournable, en fait, dans toutes ces questions-là, qui est parfois oublié, mais j'espère de moins en moins. Donc, qu'est-ce que vous avez fait particulièrement pour vos gestionnaires, pour finir peut-être, Madeleine? Ça passe vraiment beaucoup par l'éducation puis par le partage des bonnes pratiques. Donc, le fait d'accueillir des stages, ça fait que nos gestionnaires et nos équipes sont exposés à des personnes différentes. Donc, tous les préjugés qu'on a, ben, ils sont balayés en voyant des faits, en rencontrant des personnes différentes. Puis, les formations, évidemment, ça fait en sorte que si on se retourne à la base, ben, on s'assure que tout le monde ait du succès dans nos équipes. C'est ça, d'accord, des outils pour réussir ces pratiques managériales, en quelque sorte. Exactement. Merci Madeleine, il y a déjà beaucoup de questions en lien avec ton intervention. On va y revenir par la suite. Merci déjà Merci. pour ce premier partage. Chantal, je viens à toi. Donc Chantal Darèche, rebonjour Chantal, Bonjour, merci de m'accueillir. avec grand plaisir. Donc tu es actuellement en recherche d'un emploi en télétravail et à temps partiel. Donc avis aux employeurs qui sont derrière l'écran. Donc Chantal pourrait être une personne qui vous intéresse. Puis, donc, avec toi, on va comme écouter le point de vue d'une personne qui a une longue expérience professionnelle, un long parcours professionnel, malgré le cumul de plusieurs problèmes de santé. Donc, la première question que j'aurais le goût de te poser, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel, davantage la partie faite au ministère. Et puis, qu'est-ce qui a fait, comme on est dans le maintien en emploi, qu'est-ce qui a fait que tu es resté ou tu as quitté certains lieux de travail, dans cette expérience, ministérielle? D'abord, en fait, il y a plus de 10 ans, j'ai j'ai été intégrée au gouvernement par un programme. En fait, le CMO Montérégie m'a référé à un programme qu'on appelle le PDEI-PH, qui est un programme d'aide pour les personnes à handicap. À ce moment-là, c'était léger. Donc, j'ai commencé à travailler au gouvernement. Et puis, plus ça allait, plus mes handicaps, en fait, je pourrais dire pas s'accentuaient, mais plus on ajoutait des diagnostics, Oui, ce qui m'invalidait. Ça avait un impact sur mon assiduité, mais j'ai quand même fait plus de 10 ans. Mais plus ça allait, moins mes capacités me permettaient d'être plus fréquemment au bureau. À la fin aussi, j'étais rendue à 3 jours, ce qui m'a également nui à la longue parce que on s'absente quelques mois. En premier, c'est comme une absence. Oups, ce matin, j'ai pas pu me lever pour me rendre au travail. Ça peut avoir un impact pour l'employeur, puis ça, je le comprenais.
Mais par contre, en tant qu'employé aussi qui avait un problème de santé, au début, l'ouverture était moins là. On s'attendait à une personne avec des capacités, je dirais presque normales, là, Mhm. fonctionnelles. Je dirais plutôt peut-être fonctionnelles. Fait qu'on comprenait moins la dynamique que ça pouvait apporter. Puis avec le temps, ben, les absences se prolongeaient. C'est sûr qu'au niveau de même des collègues, ça peut avoir un impact parce que mon travail devenait une surcharge de travail pour eux autres si je ne pouvais pas être au bureau. Puis à ce moment-là, on n'avait pas encore entendu parler de télétravail. Mm. Ça a été intégré dernièrement avec la pandémie, mais c'est merveilleux. Peut-être que ça existait, mais dans le domaine que je travaillais, c'était pas possible. Faiblement, ouais, c'est ça. Parce que moi, en plus, je faisais partie de la clientèle, du service direct à la clientèle. Donc, je devais être présente au bureau, puis on me demandait d'être là 5 jours sur 5, là, parce que nous, c'est fermé les week-ends. C'était fermé les week-ends. Fait que, veux pas, avec le temps, ben, mes capacités ont diminué, j'ai eu plusieurs manques. J'ai même vu, avec les pressions que ça donnait, le stress qui m'était imposé, les collègues qui le voyaient mal, qui me le faisaient sentir, Mm. l'adaptation du poste qui n'était pas en réalité adapté parce que le poste était standard pour plusieurs personnes. Fait qu'il y avait il y a des choses qui pouvaient être adaptées, mais pas tous. C'est pas au privé quand c'est au public, quand c'est plus pour tout le monde, c'est généralisé. Toi, tu Mais étais on fait agente, au niveau de agent la de bureau, réception. Oui, c'est ça, c'est agente ça, de agent bureau de à la bureau, réception, Chantal, pour que le monde le exact. sache. Et avec les Ah. années, c'est ça, j'ai quand même passé plusieurs concours. J'ai fait les examens et j'ai réussi. J'ai eu des titres, mais j'ai jamais pu vraiment encore, ça c'est un autre sujet qu'on va parler, là, mais j'ai pas pu accéder Ouais. à des postes supérieurs. J'avais la compétence, j'avais réussi les connaissances, mais l'opportunité n'était pas là pour moi. Donc, oui, les handicaps m'ont nui parce qu'ils s'en ajoutaient aussi à chaque fois. Ce que j'ai, c'est chronique, Mmh. c'est dégénératif. Mais en général, dans la vie de tous les jours, je suis capable, je suis fonctionnelle, surtout à la maison parce que j'ai pas la contrainte du déplacement, du stress. Donc, il y a beaucoup de choses, je sais pas si, mettons, je peux nommer, mais dans tout ce que j'ai, l'insuffisance des glandes surrénales, ça, c'est un problème au niveau de l'hormone du stress, le taux de cortisol. Il y a des choses en lien. Oui, c'est Ouais. ça. Mmh. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses là, qui sont chroniques plus élevées, mais entre autres, c'est ça. C'est pour dire que ça a été difficile, l'adaptation, parce que même si on adapte le poste à l'accueil, s'il y a des rencontres dans une salle haute, c'est pas adapté. Puis les collègues sont. Il y en a beaucoup qui sont très, très gentils. Il y en a qui essaient de m'intégrer, mais c'est pas toujours tout le monde qui comprenne. C'est pas écrit dans notre front ce qu'on a besoin. Fait que si les questions sont pas posées, si ça devient comme un tabou, l'employeur voulait quasiment pas qu'on en parle, ben c'est difficile à ce moment-là de pouvoir interagir ensemble. Autour de la question, évidemment. Exact. Parce Mmh. que c'est qui la meilleure personne pour répondre à mon besoin? C'est moi. Mmh. Puis, je sais que je suis une personne qui va le nommer. Tu me poses la question, tu vas avoir la réponse. Je suis franche, honnête, directe et transparente. Et ça vient peut-être aussi d'un certain petit PPL que j'ai, là. Mais sinon, c'est contrôlé. Je vais vous le dire honnêtement, ma psychologue, j'ai une psychologue que je vois toutes les semaines, elle trouve que le diagnostic de TPL, elle ne le voit pas. Fait que ça Mmh. me réjouit, là, par contre. Mais c'est ça, au niveau des handicaps, ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir aussi, je vous dirais, un peu frustrant pour nous parce qu'on voudrait en donner plus que ce que notre corps nous permet de donner. Fait qu'on doit vivre aussi avec cette frustration-là du rendement. Des fois, les gens voudraient qu'on ait plus de rendement, mais nous aussi,
comme personne employée, on aimerait offrir plus de rendement. J'imagine. Mm. C'est ça. Donc, on doit s'écouter, mais la meilleure façon, c'est aussi d'en parler. À ce moment-là, ça prend une grande ouverture. C'est c'est quasiment de la générosité de l'employeur, c'est une ouverture, une écoute, on en parle, puis c'est de l'adaptation parce qu'il Oui, faut c'est ça. Et s'adapter puis aux situations changeantes. c'est intéressant, Chantal, quand tu parles aussi de l'adaptation qui était concentrée sur ton poste lui-même, mais tout le reste qui fait Oui. partie aussi de l'emploi, n'était pas du tout, pensé en des termes aussi d'adaptation par rapport à tes besoins particuliers. Non, puis je comprends, on ne peut pas demander, admettons la salle de bain, je ne peux pas demander qu'il la change en cours de route si ça fait déjà 8 ans qu'elle est comme ça, là, ou plus. Oh, il y a des choses possibles. Oui, mais ça prend les budgets, hein? Oui, Ça c'est prend sûr, aussi le c'est budget. sûr. Peut-être, tu l'as déjà évoqué un peu, je voulais aussi que tu nous parles de ta vision bah, à partir de ton expérience plutôt, plus qu'une vision, est-ce que tu trouves que, tes possibilités de développement de tes compétences, tes possibilités d'évolution professionnelle, elles ont été la même que tes collègues, qui, n'ont pas d'incapacité? Puis comment tu analyses ça? Malheureusement, pour être totalement honnête, non, je n'ai pas eu les mêmes chances que tout le monde. Malgré tous les concours que j'ai faits, les examens que j'ai eus, j'ai formé 4 filles à mon poste. Puis en bout de ligne, après un arrêt que j'ai eu, quand je suis revenue, il y en avait une des 4 qui avait été nommée ma chef d'équipe. Mmh. Il y en a une qui avait été nommée au poste que je convoitais depuis plusieurs années. Je suis même allée voir ma directrice pour savoir parce que j'ai dit j'avais beaucoup plus d'expérience qu'elle. Moi, j'avais déjà 9 ans de fait, puis elle, ça faisait même pas un an qu'elle était arrivée. Mmh. Fait que je lui ai demandé à ma chef d'équipe pourquoi elle ne me l'avait pas offert, puis elle me l'a dit très ouvertement, Chantal. T'es rendu à 3 jours semaine, oui, mais mon médecin t'a dit qu'il y avait une possibilité que je puisse en faire en télétravail, puis une partie au bureau. Donc, je comprends qu'à l'accueil, c'est qu'il y a du présentiel, mais le poste derrière que je convoitais, lui, pouvait se faire en télétravail, ne serait-ce que 3 jours télétravail, 2 jours bureau. Mmh. C'était Selon à les conditions discuter. normales, quoi. Mmh. Ouais, mais En là, ce mode qu'elle m'a hybride. expliqué, c'est que pour ce poste-là, il y avait une formation exigée de 2 mois. Puis celle-là, c'était en présentiel 5 sur 5. Il n'y avait pas de possibilité de le faire en télétravail ou autre. En formation à distance, ouais, OK, Fait que c'est à cause de ça que j'ai pas eu de poste. OK. Donc ton expérience te fait répondre, pour ça, non à cette question. Hem, est-ce que, tu es bien placé aussi selon moi pour donner des conseils? Des Ben, conseils, à partir de ton expérience, quels conseils tu aurais le goût de donner, Chantal, aux entreprises ou aux acteurs des milieux de travail qui nous écoutent pour le maintien en emploi? Parce que c'est le sujet du webinaire. déjà, je pourrais les remercier d'être là et d'écouter parce que c'est le plus grand des conseils que je peux donner, l'ouverture d'esprit, l'écoute. Fait que Mmh. merci à tous d'être là pour nous écouter, nous entendre, parce que je suis une voix parmi combien, tu sais, c'est comme, j'aurais beau dire, mais ça reste du cas par cas. Dans mon cas à moi, il y a des choses que je peux m'adapter, mais il y a des journées que c'est une bonne journée, puis une autre, c'est une vraiment moins bonne journée. Une autre que je me lève, je suis au ralenti. Fait que l'avantage du télétravail, c'est de pouvoir, à ce moment-là, je me fais un café, puis je m'installe, puis je peux travailler. Mais si j'ai à m'habiller, ben là, c'est sûr, si je travaille, je m'habille, là, mais on s'entend, m'habiller pour sortir On te dehors, comprend, manteau, on te bottes comprend. et tout. Mmh. Je veux juste expliquer que je ne travaillerai pas en pyjama, mais c'est comme, c'est plus la même contrainte. C'est difficile à expliquer, mais le stress aussi du trafic quand tu te déplaces, puis à tous les jours, j'ai des crampes. Donc, la voiture devient un impact. Mon médecin m'avait parlé d'une possibilité qu'éventuellement, je puisse plus conduire. Donc, Mmh. c'est, le télétravail, pour moi, serait un avantage dans le sens que j'aurais pas ben, je le vois comme un handicap, là, le fait de perdre mon autonomie, on va le mettre entre parenthèses. Mmh. Donc, pour un employeur, c'est sûr que cette ouverture d'esprit-là, quand c'est possible, c'est l'idéal. Puis le best, ben le mieux, excusez, c'est vraiment de s'asseoir et de parler avec des besoins.
puis de voir ce qui est possible et réalisable, parce qu'on est encore toujours dans la réalité, hein? C'est comme pas toujours possible de tout réaliser. Sauf que même nous, en tant qu'handicapés, des fois, il y a des choses auxquelles on peut pourvoir, qu'on peut fournir, qu'on a ou. Fait que c'est toujours de voir avec la personne, c'est quoi ton réel besoin? Est-ce que, admettons que moi, je vais donner comme exemple une brocheuse que j'avais achetée pour ma fibromyalgie puis mon arthrose. Donc, j'avais une brocheuse adaptée, mais ça a pris 9 ans avant qu'une gestionnaire pense à me l'acheter une électrique. Ça, là, ça a changé ma vie. Pas longtemps, Mhm. mais ça a changé ma vie. On Juste n'est ce pas dans les nouvelles technologies, là. Ben non, c'est ça, c'était un mini détail. Ouais. Pareil comme moi, au poste où je travaillais, il y avait comme 2 marches. C'était pas beaucoup, mais 2 marches, pour moi, c'était assez pour tomber certaines journées. D'ailleurs, ici, je suis déjà tombée en sortant de mon bain, exemple. Mhm. Fait que 2 marches. Fait que juste le fait qu'ils ont pris l'imprimante, puis ils l'ont montée sur moi, j'avais ça un step, là, mais un piédestal ou comme on voudra, là, ou sur mon lieu de travail, plus haut, que j'avais plus ces 2 marches-là à descendre à chaque client. Mais ça aussi, ça a changé ma vie. C'était pas un gros changement. C'est juste que personne n'avait jamais pensé à ça. Mais par contre, comme personne handicapée, des fois, on peut se sentir dérangeante, nous aussi. On a ce petit sentiment-là, des fois, de ne pas vouloir exagérer devant un employeur pour pas que. Parce que malheureusement, hein, dans tous les humains, il y en a des fois qui vont faire bon encore, ou elle exagère. Mais nous, ça, on le ressent. À ce moment-là, comme je dis, il reste. C'est beau que l'employeur ait l'ouverture d'équipe, mais un peu comme tantôt Madeleine parlait, j'ai adoré ça, le fait de conscientiser l'équipe au complet, mais pas non plus cibler la personne. Des fois, ça peut être malaisant. Donc, sans cibler, mais juste sensibiliser là, un peu. Puis, parce qu'en salle de réunion, si je donne comme exemple, mon poste était adapté, mais en salle de réunion, pas du tout. Puis s'il y avait une place qui était bonne, ben, je ne me voyais pas aller dire à la personne qui était assise là, ben, pourrais-tu, s'il te plaît, me céder ta place? Fait que là, j'étais un peu dérangeante. Moi, je me trouvais dérangeante parce qu'avec les douleurs, je bouge tout le temps, puis je suis devant le monde, je suis dans le champ de vision. Fait que je préfère toujours être en retrait. Mhm. Fait que c'est des petits détails comme ça là, que j'espère que ça peut rendre Qui font une la grande vie plus différence. facile. C'est ça, Oui, faire la c'est ça. différence. Exactement. Euh, Merci Chantal déjà pour ces exemples très concrets. Je trouve qu'ils sont très parlants. Et puis les exemples d'adaptation que tu as montrés, on voit que c'est pas la fin du monde, ces exemples-là. C'est très facile, il suffit d'y penser puis de le faire. C'est aussi simple que ça. Donc c'est intéressant aussi de voir ça. On va passer déjà à Mathilde. Bonjour Mathilde, Bonjour. bienvenue. Donc Merci. toi Mathilde, tu es agent d'intégration Oui, au SSMO Chaudière-Appalaches. C'est intéressant d'avoir virtuel parce qu'on a du monde de tout le Québec. Puis, donc, on va écouter avec toi le point de vue d'une personne ressource une ressource externe qui accompagne donc à la fois, bien sûr, des personnes handicapées. Dans ton cas, on va parler plus des personnes avec un trouble de santé mentale et bien sûr leurs employeurs. Une question qui est en lien direct avec mesdames, ce que vous avez abordé, puis Chantal, ce que tu viens de dire. Y a-t-il des mécanismes surveillant les employeurs pour veiller à ce qu'ils accommodent réellement les employés dans le besoin? Je pense que c'est une question d'or par rapport à ce que vient d'abord. Madeleine, toi, le point de vue de l'employeur là-dessus? Il n'existe aucun mécanisme à ce que je sache pour vérifier ce qu'on fait, mais c'est sûr qu'on le voit par la rétention et l'attraction des talents, si ça fonctionne ou pas ce qu'on fait. Mais je comprends d'où vient la question, là, et puis des fois, je suis un peu jalouse des pays qui ont des quotas là, qui vont peut-être un peu forcer la main aux employeurs d'en faire un petit peu plus, un peu plus vite. D'accord, oui, on pourrait faire un webinaire sur les quotas. Mathilde, tu es de retour avec nous? parfait, je suis désolée, je suis revenue. Ah, Mathilde, on va repasser avec toi et puis ensuite on reviendra avec les questions. Il y a pas de problème, il y a toujours ce genre de choses.
Oui, Mathilde, on se Oui, demandait, un service spécialisé de main-d'œuvre, SSMO, comme oui. le tien, qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, là, le CEMO, c'est un organisme en employabilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, notre mission, là, c'est vraiment de trouver l'emploi à la personne et ensuite de le maintenir, cet emploi-là, pour toute personne qui a une déficience physique, intellectuelle ou tout ce qui englobe la santé mentale. D'accord, Euh, Puis, dans le fond, ce qui est le travail de mes collègues, là, c'est vraiment l'évaluation des besoins et des aptitudes de la personne. Ça peut être aussi du soutien pour la recherche d'emploi, donc d'aller porter des CV en emploi directement, des choses comme ça. Et ça peut être aussi adapter un poste de travail si nécessaire, selon l'entreprise, évidemment. d'accord, Puis parfait. moi, là, plus précisément, mon poste à moi, là, c'est vraiment là, pour s'assurer que l'emploi continue. Donc, ça peut être soit en une présence jour 1, donc en intégration la première journée de travail. Donc, je suis là pour s'assurer qu'il est bien encadré, que tout se passe bien. Ou ça peut être aussi, par exemple, si l'emploi, ça fait un petit moment qu'il est là, puis finalement, il arrive une situation où ça va moins bien. Donc, moi, je peux accompagner autant le client que l'employeur pour trouver des façons pour qu'ils se maintiennent en emploi là, au final. Parfait. Merci. Justement, j'aimerais que tu nous avec cette expérience-là d'intervention près du maintien en matière de maintien en emploi, tu nous parles peut-être de comment tu comprends les obstacles au maintien en emploi à partir de cas vécus, et que tu nous donnes aussi des exemples de cas que tu as eu à accompagner, dans les milieux de travail. Oui, ben, dans le fond, c'est sûr que les obstacles, il y en a quand même beaucoup. C'est sûr que ça dépend tout le temps de la limitation de la personne, évidemment. Donc, si on est plus dans le volet santé mentale, ce qui est le plus, je vous dirais, ce qui est le plus généralement problématique, c'est vraiment au niveau de la gestion des émotions, surtout au niveau de la colère et du stress. C'est ce qui ressort quand même beaucoup. Puis aussi, tu sais, reprendre son calme quand il y a un événement particulier qui arrive. Sinon, au niveau de l'absentéisme, ça a été nommé tout à l'heure, ça peut avoir un impact. Il y a aussi des clients qui ont besoin d'un encadrement soutenu. Donc, autant au niveau de la tâche qu'au niveau des émotions ou ce genre de choses-là. Il y a aussi tout ce qui est la motivation. Des fois, se lever le matin, aller travailler, des choses comme ça, c'est quand même difficile. Puis c'est Mmh. sûr que tout dépendant de la tâche, parfois c'est très répétitif selon les besoins de la personne. Donc parfois c'est difficile de se motiver à ce niveau-là. Puis aussi, ça peut être la gestion des problèmes personnels au travail, donc de ramener les problèmes de la maison au travail. Ça aussi, c'est quand même assez fréquent, là, puis ça a quand même un grand impact autant sur les collègues que sur l'employeur. Puis finalement, il resterait le plus souvent, c'est les relations interpersonnelles. Donc, autant avec les collègues que si on est plus en service à la clientèle. Je vous donne un exemple. En service à la clientèle, de dire bonjour et bonne journée à chacun des clients. Parfois, les personnes, exemple avec un trouble du spectre de l'autisme, ne penseront pas nécessairement à faire ça. Euh, Ça viendra juste pas dans la conversation ou ils ne penseront pas nécessairement. Donc, c'est d'encadrer à ce niveau-là pour le mettre en place tranquillement. Puis finalement, il resterait l'environnement. Donc, ça, c'est plus au niveau de l'employeur, là. Mais c'est sûr que tout dépendant du milieu de travail, il y a des milieux qui sont plus bruyants que d'autres. Donc, si on est dans une usine, ou ça peut être aussi plus stressant, donc en restauration, des choses comme ça. Donc, c'est à l'employé d'être un petit peu plus conciliant par rapport à ça. Mais il y a aussi des choses que l'employeur peut faire. Par exemple, si c'est bruyant autour, acheter des coquilles pour éviter qu'il y ait trop de bruit ou des choses comme ça. Puis aussi, évidemment, on l'a parlé tout à l'heure, mais la sensibilisation. Donc, autant au niveau de l'employeur que des collègues de travail. Puis aussi, adapter le poste de travail, parfois adapter les tâches aussi. Donc, ça, c'est le genre d'obstacle. En gros, là, c'est pas mal les plus fréquents Oui, tu dans as mes fait un bon clients, tour. là. Oui, D'accord, c'est parfait. quand même ce qui ressort le plus, mais c'est sûr que c'est en lien avec la limitation de la personne. Fait que, tu sais, j'ai dit en général, mais tu sais, ça dépend tellement de beaucoup de choses. Mais c'est toutes des choses que je travaille. Dans le fond, qu'on travaille pour qu'ils se maintiennent en emploi le plus possible. D'accord. Euh, Puis dans le fond, je pourrais y aller avec un exemple, là. Dans le fond, j'avais un client qui était en entreprise adaptée. Donc, une entreprise adaptée, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais dans le fond, c'est une entreprise qui emploie surtout des personnes avec des limitations. Puis, ils ont des intervenants sur place pour aider. Puis dans le fond, là, ce client-là, j'étais là jour 1, présence au travail. C'était surtout pour le rassurer là, à cause de l'anxiété surtout. Donc, il y avait vraiment beaucoup
lui, dans le fond, ses emplois, c'était je rentre en emploi, ça dure une semaine, je m'en vais. C'était souvent, souvent ça. En fait, c'était tout le temps ça. Donc, moi, j'étais là au début pour éviter que ça arrive. Puis finalement, on a travaillé ensemble des outils de gestion du stress, des outils de motivation, essayer de travailler l'impulsivité dans ses décisions, des choses comme ça. Puis finalement, il est resté presque 2 ans à cet emploi-là. Il a fini par se faire congédier par l'employeur parce qu'il demandait trop d'encadrement. Puis selon l'employeur, il était peut-être pas prêt à l'emploi. Mais on est passé de 1 semaine à 2 ans. Donc c'est quand même une belle amélioration malgré le fait que ça s'est terminé. euh, Ça a quand même fait un bon bout de chemin, là. Bien sûr, c'est un développement pour l'individu aussi. Hem, Qu'est-ce que, par exemple, le jour 1, c'est intéressant que tu parles du jour 1 parce que souvent, la période d'essai avec le jour 1, la semaine 1 et cetera, c'est très stratégique pour le maintien en emploi. Ça se joue tout de suite dès que tu rentres en emploi. Qu'est-ce que tu as fait particulièrement cette journée-là, Mathilde? Ben, dans le fond, c'est sûr qu'au début, là, c'est vraiment l'accompagnement dans tout ce qui est la paperasse, dans tous les papiers. Tu sais, c'est normal là, que l'employeur a beaucoup de papiers à faire signer, mais tu sais, c'est la compréhension de ce qu'il signe, vraiment s'assurer, tu sais, tout ce qui est important pour l'employeur au travail. euh, donc, vraiment l'accompagner dans tout ça pour être sûr qu'il comprenne bien, puis que c'est aussi bien expliqué, parce que des fois, c'est pas tout le temps clair. Fait que ça, c'est vraiment la première portion. La deuxième portion, c'est dans la tâche. Donc, voir c'est quoi les tâches, si nécessaire, lui montrer, par exemple, que moi, j'ai fait la tâche, puis qu'après ça, lui, il l'a fait. Donc, au lieu juste de l'expliquer verbalement, c'est de lui Mmh. montrer. Puis aussi, ben là, c'est sûr qu'on essaie de rassurer s'il est beaucoup stressé. Donc, on peut faire des trucs de gestion du stress ensemble pour essayer de diminuer le stress. Ça, c'est une des choses que j'avais fait avec ce client-là. Puis ensuite, c'est ça, c'est de rester un moment. Puis avant que je parte, donc de s'assurer qu'il est bien là, qu'il y a une personne de référence à lui. Donc, dès qu'il y a une question, il peut aller voir cette personne-là. Puis c'est ça, qui est bien, qui sait c'est quand son prochain quart de travail, des choses comme ça qu'on s'assure avant que je reparte. Puis généralement, quand il fait sa deuxième journée de travail, ça arrive souvent, là, je les laisse plus seuls, puis je les appelle en fin de journée, ou je peux être présente là, un petit peu plus souvent au début, donc être présente à tous les chiffres de travail, puis après ça, diminuer la fréquence. Ça dépend vraiment, là. C'est sûr qu'un encadrement soutenu comme ça, c'est plus rare parce que ça demande beaucoup de temps, puis il faut aussi s'assurer que le client il est prêt à l'emploi. Euh, Mmh. mais il y en a qui le sont, puis qui ont juste besoin d'un soutien plus important au début, ce que je peux fournir aussi. Y a-tu des outils particuliers, Mathilde? Tu me parlais de certains outils là qui aident aussi à pour le maintien en emploi? Oui, ben c'est sûr qu'il y a des outils, là, moi, je les adapte tout le temps aux clients. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, des outils, par exemple, de gestion du stress, donc, je les adapte. Donc, parfois, ça peut paraître évident pour nous, mais juste de mettre une image au lieu d'un mot, ça peut tout faciliter la compréhension de la personne. Aussi, dans le fond, ça, c'est plus au niveau comportemental, au niveau de la tâche. J'ai quelques clients que c'était trop d'informations. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est de faire un tableau avec qu'est-ce que je fais par étape, puis une image reliée à cette étape-là et qui coche chacune des étapes quand il est fait. Une Euh, checklist, hein? Mmh. oui, exactement, exactement. Il y en avait une, mais dans le fond, c'était vraiment, c'était l'employeur qui l'avait fait, là. Puis, tu sais, c'était bien, c'est juste que c'était très compact. Donc, c'était des paragraphes, tu sais, il y avait beaucoup d'explications qui étaient plus ou moins utiles. Donc, moi, j'ai vraiment tout évaporé ça pour essayer de mettre juste les points importants pour vraiment faciliter la compréhension. Fait que ça fait partie des choses qu'on peut faire. Aussi, ça serait de détailler les tâches. Donc, de faire un outil, puis par exemple, là, une tâche, par exemple, laver la salle de bain, ben on met, OK, on commence par laver le lavabo, laver la toilette, laver le plancher. Mmh. Fait qu'on les détaille toutes, puis on met des images reliées à ça aussi, vraiment pour qu'ils comprennent. C'est sûr que il y a des clients que c'est juste les images qui vont comprendre, moins les mots. Il y en a que les mots et les images, ça va. Ça, c'est pour ça que je m'en assure au début. C'est dans les premières questions que je pose quand j'ai un nouveau client, généralement, c'est de voir la compréhension. Évidemment, ils ne vont pas nécessairement me dire qu'ils ne comprennent pas. Euh, donc, c'est pas tout le monde qui va le dire. C'est pour ça que généralement, je mets et les mots et les images, même s'il me dit qu'il comprend, juste pour faciliter la compréhension puis mes explications aussi par rapport à ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est ce qui est le plus souvent fait pour les tâches. Donc, au niveau de la production, parce que des fois, le rythme de travail est plus lent.
Des fois, c'est la méthode de travail qui est plus difficile. Donc, c'est sûr que moi aussi, je dois me faire former un petit peu sur le milieu de travail de qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il y a certaines places où, tu sais, je sais laver un plancher, mais monter un panneau, mettons, c'est c'est moins de mes compétences. Donc, il faut vraiment que j'adapte. Mais généralement, c'est que moi, je peux prendre plus de temps. Donc, ce qu'un employeur pourrait mettre, par exemple, 30 minutes à montrer, moi, je peux prendre 3 heures à le montrer. Fait que ça permet vraiment qu'il puisse apprendre à son rythme, puis qu'une fois qu'il s'est appris, ça va durer. C'est juste qu'il faut prendre le temps au début pour bien commencer les choses, là. Le développement des compétences au départ. Mmh. Oui, exactement. Puis j'aurais un exemple, là, s'il reste un petit peu Vas-y, de temps. vas-y, Mathilde, Euh, je t'en prie. oui, parce que c'était vraiment une belle évolution, là. Dans le fond, j'ai eu un client là, qui était dans une entreprise régulière. Puis, dans le fond, ça faisait environ 10 ans là, qu'il était en emploi. Puis, dans le fond, il y avait beaucoup de colère, ce client-là. Puis, dans le fond, un jour, il a lancé une brocheuse très proche d'un collègue dans l'usine, ce qui ne passait pas, évidemment, pour l'employeur. Donc, l'employeur a contacté le CMO pour avoir une intervention rapide, pour éviter de mettre fin à l'emploi, parce que c'est ce qui s'en venait s'il n'y avait pas Mmh. de changement. Puis, là, dans le fond, moi, je suis arrivée sur place. Donc, je discutais avec le client, voir un petit peu ce qui se passait. Puis, on a fini par découvrir que ça venait du stress puis du manque de sommeil, ses crises de colère. Puis, dans le fond, c'est qu'il y avait eu un changement dans son environnement. Puis ça l'avait tout déstabilisé. Donc, il n'arrivait plus après ça à reprendre le contrôle de lui-même. Donc, quand il arrivait au travail, puis il y a un collègue, par exemple, qui l'agaçait ou qui disait une blague ou des choses comme ça, il perdait C'est trop. patience. Mmh. Puis, c'était comme la goutte de trop. Donc, on a regardé ensemble des outils pour la gestion de la colère. Ensuite, on a regardé un petit peu des outils pour la gestion du stress qui allaient un petit peu ensemble, puis des trucs pour aider à dormir aussi. Parce que lui, là, c'était vraiment, je réfléchis trop à qu'est-ce que je dois faire demain. Donc, moi, ce que je lui avais proposé, c'est mettre un calepin à côté de ton lit, puis écris ce que tu as à penser. Fait que comme ça, une fois qu'il est écrit, tu le sais que tu ne Mmh. l'oublieras pas, puis tu vas être Se capable. décharger, ouais. Oui, exactement. Puis finalement, on a eu quelques rencontres, ça s'est vraiment amélioré. L'employeur était super compréhensif, ça a vraiment facilité. Puis finalement, il a maintenu son emploi, puis il est encore en emploi à ce jour. Donc, c'est ça, l'employeur a vraiment mentionné que s'il n'y avait pas eu ces interventions-là, ça aurait été une fin d'emploi. Donc, c'était vraiment une belle réussite. Puis je voulais la souligner parce que c'était quand même, c'est ça, c'était vraiment une belle réussite, là. Surtout après 10 ans, c'est dommage, Oui, pour des c'est ça. vraiment. Heu, les gens, voudraient avoir l'accompagnement d'une ou d'un agent d'intégration. Mathilde, comment ils font, très concrètement? Oui, ben dans le fond, là, pour les employeurs, c'est sûr que nous, on est plus avec le client. Donc, c'est vraiment le client qui doit faire la démarche. Donc, les premières démarches vont se faire par la conseillère en emploi, qui sont mes collègues. Cette personne-là va aller sur le terrain, évaluer la situation, puis voir qu'est-ce qui serait le mieux pour le maintenir en emploi. Donc, ça peut être autant une subvention, par exemple, donc qu'une partie du salaire soit payée. Ça peut être aussi une adaptation de poste de travail ou moi qui est l'autre option, donc l'agent d'intégration, que je vienne sur place et qu'on fasse des rencontres. Si c'est vraiment l'entreprise qui veut du soutien, donc c'est surtout en lien avec plusieurs employés ou des adaptations spécifiques, comme des rampes par exemple ou des choses comme ça serait vraiment de contacter le bureau de Service Québec, volet services aux entreprises. Sur leur site Internet, il y a tous les numéros, puis c'est qu'il y a des sous qui peuvent être débloqués pour ça aussi. Donc, s'il y a une adaptation à faire, parfois ça coûte très, très cher. Donc, en contactant Mmh. le Bureau de Service Québec à ce volet-là, ça permet qu'il en paye une partie. Donc, que l'employeur y trouve un petit peu son compte, puis il offre aussi des formations pour les employeurs. Donc, c'est Ouais. vraiment bien, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit l'entreprise, puis nous, c'est plus le client. Donc, c'est sûr que ça dépend tout le temps de la situation, là. Mais tu sais, même moi, parfois, je fais de la sensibilisation aux employeurs sur la façon d'agir parce que c'est pas tout le monde qui sait comment. Fait que moi, je peux intervenir auprès de l'employeur, mais il faut vraiment que ça passe par le client en premier là, pour nos services. Parfait. Merci Mathilde. Il y avait justement une question là-dessus sur le soutien possible pour une adaptation. Merci pour Parfait. tous tes exemples très concrets. Alors, je vais passer rapidement à la période de questions, puis comme on a à peu près une dizaine de minutes, je vais privilégier quand même les questions en lien direct avec le thème du webinaire. Euh, je vais peut-être une question pour Madeleine et une question pour... Oui? Allô? OK. Madeleine, donc, est-ce que ça, c'est une grande question, qui se pose, de façon assez, systématique. Les employés étaient d'accord pour, s'ouvrir
quant à leurs conditions, donc de leur handicap, avant de former le personnel ou les gestionnaires? Définitivement, ça passait par leur accord et ils avaient été avisés du processus qu'on allait entamer avant leur arrivée. Mon rêve, ce serait que tout le monde se sente à l'aise de déclarer leur handicap pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Par contre, c'est pas une obligation, là. Dans un monde idéal, on aurait une ambiance de travail ou une façon de travailler où tout le monde serait à l'aise d'être lui-même et n'aurait pas besoin de demander un accommodement. Mais j'aimerais quand même que tout le monde se sente à l'aise pour parfois être capable de lever la main, dire je suis dans telle situation, est-ce qu'on pourrait faire tel petit ajustement? Ça me permettrait d'être plus productif, donner le meilleur de moi-même. D'accord. Donc il y avait évidemment un accord, préalable. Une question pour, Chantal? Hem, je vais la résumer. Donc, oui, selon toi, on parlait de tes conseils, ça rejoint un peu ça. Qu'est-ce qui a manqué dans la formation de tes gestionnaires, qui aurait aidé finalement à te permettre de performer davantage, d'être, plus productive, et cetera? 1re, il y a 2 questions en fait, mais je commence avec cette première là. D'accord. Qu'est-ce qui a manqué? En fait, il faut dire que quand j'ai été engagée dans un premier bureau du gouvernement. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, c'était avec un programme en particulier. Donc, c'était comme, si on veut, étalé sur un an. Au bout d'un an, j'ai été engagée par un autre. Donc, c'est comme si, euh, à ce moment-là, mon engagement avait été oublié que c'était dans un programme d'handicapé. J'ai eu un contrat Intéressant. régulier. Donc, cette personne-là n'était pas conscientisée. Moi, j'ai comme juste pas fait le lien, qu'elle n'était pas au courant de. C'était dans mon dossier, dans ma tête, elle le savait, mais elle n'en a pas tenu compte, elle s'est fiée à ce qu'elle voyait. Puis la personne qu'elle voit, moi, de l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui paraît, sauf que j'ai une canne occasionnelle. Fait que souvent, les gens Mmh. n'associent pas ça à un handicap parce que j'ai des bonnes et des moins bonnes journées. Là, je l'ai de plus en plus souvent parce que maintenant, c'est plus étalé sur des semaines, mais sur des journées. Fait que je peux me lever le matin, je n'ai pas besoin, ou l'inverse, j'en ai besoin le matin, mais plus au cours de la journée. Fait que c'est difficile de former un employeur avec le genre d'handicap que j'ai parce que j'en ai au niveau mental, le TPL, l'anxiété sévère Il y a une généralisée, j'en ai au multiplicité. niveau physique, j'en ai chronique, j'en ai. Fait qu'il y en a tellement. Moi, le problème, c'est ça, c'est que ça vient avec les années, se sont ajoutées plusieurs pathologies, plusieurs diagnostics. Fait que l'handicap s'est créé et a empiré au fil des années. Mais j'ai eu plusieurs Évolutif, ouais. gestionnaires. Puis au gouvernement, on sait aussi que les gestionnaires, ça bouge autant que nous, les employés qui bougeons de bureau. Mmh. Fait que c'est difficile de toujours recommencer. Et pas juste difficile, c'est que des fois, on fait juste pas y penser. On est tellement installé dans notre routine. Quand arrive un conflit ou qu'on est confronté à un problème, bien là, c'est là que tu réalises, c'est comme, oh, attends, faut tout que j'aille réexpliquer depuis le début à cette gestionnaire-là, puis elle a peut-être pas le temps de l'entendre ou de l'écouter. Ouais, Donc, c'est difficile de former un employeur, comme on dirait. je comprends les différents défis et puis, pour compléter, il y a une 2e question pour toi Chantal aussi, c'est, heu, comment fait-on en sorte que justement les collègues qui sont autour de toi et même les gestionnaires à la limite, ne considèrent pas que les adaptations ça a comme un effet injuste pour les gens qui n'en ont pas? Exactement. C'est quoi ta vision là-dessus? Ben, je comprends très bien la question. Comment faire pour ne pas que les collègues pensent que tu es privilégié Exactement, versus oui. eux? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est très difficile. Sur 10 ans, je l'ai vécu souvent. Des gens qui, c'est pas nécessairement de la jalousie, parce qu'on a des collègues en or qui, des fois, nous soutiennent, mais quand quelque chose leur semble injuste à eux parce qu'ils ne le comprennent pas, tout simplement, c'est de l'incompréhension, à ce moment-là, ils vont voir la gestionnaire, puis ben là, je comprends pas pourquoi elle a ça, moi, ça fait plus longtemps que je Mmh. suis là, ou. Fait que ça aussi, c'est difficile à vivre pour nous, c'est difficile, j'imagine, pour les collègues, mais en ce moment-là, si tu essaies d'expliquer ton cas, ben, c'est comme si tu étais en train de te plaindre sur ta situation ou de vouloir faire pitié. Fait que ça aussi, c'est difficile. Puis on n'a pas envie d'être mis de l'avant. Genre, on s'en va tous dans la salle de réunion, puis Chantal t'explique tout. Non, pas nécessairement, là, tu sais. Mmh.
Je la veux pas être visibilité. confrontée, moi, à ça non plus, là. Mon anxiété sévère, je la gère à tous les jours, mais mets-moi dans cette situation-là, là, tu viens de faire monter mon stress, fois 1000, puis je deviens ma journée, mettons, je vais être moins fonctionnelle, là. C'est je vais penser à ça toute la journée, je vais me le répéter, je vais faire des erreurs, je risque même de me blesser. Ouais, ouais, je comprends. Fait que Il y a des gens qui, posent des questions plus, sur des termes, mais, on rentre pas trop dans les diagnostics des personnes oui, là. c'est ça. Je veux pas le faire. Donc désolée par rapport à la question. Hem, une question pour Mathilde, dans le cas où une personne a perdu son emploi possiblement en lien avec son handicap, donc notamment un problème de santé mentale, est-ce que, elle peut être, accompagnée? Attendez, c'est une longue question. Laissez-moi, juste 2 minutes. Est-ce qu'elle peut être quand même accompagnée chez vous, même si elle est, dans une démarche plus juridique, en fait? Elle a aussi entrepris à côté une démarche, plus juridique. Oui, absolument. Il y a pas de problème là, pour qu'on ait une personne qui a justement qui est dans une démarche juridique, là, il y a pas de souci, là. Il y a certains critères d'admissibilité là, pour avoir nos services, mais celui-là, là, il y a vraiment pas de souci là, pour une personne comme ça. D'accord, parfait. Tout le monde est bienvenu. Oui. Je vais juste, regarder aussi. D'accord. Hem, ah voilà, il y a quand même beaucoup de questions sur l'auto, divulgation, hein, c'est des questions, je vais écouter Mathilde parce que Chantal et Madeleine en ont parlé un peu. Mathilde, c'est quoi, le travail à faire, l'accompagnement à faire ou les conditions à mettre en place dans les milieux de travail pour que, bah, les gens puissent se faire, partager plus naturellement leurs besoins particuliers, on va dire ça comme ça? Qu'est-ce que vous faites vous, là-dessus? Ben nous, c'est sûr que, on commence par l'employeur, là. Donc, c'est vraiment de s'assurer que le climat entre le client et l'employeur, ben, entre l'employé et l'employeur, que ça soit bien. Puis, évidemment, tu sais, l'employé est jamais obligé de dire son diagnostic, mais il y a des façons de sensibiliser l'employeur sans divulguer le diagnostic aussi. Donc, j'ai des clients justement sans dire que, par exemple, c'est un TSA, ben, on peut juste dire: «Tu y vas une consigne à la fois» au lieu de lui en dire 5, par exemple. Puis Mmh. aussi, tu sais, moi, je peux accompagner il y a des clients, ben, il y a des employés qui ont de la difficulté à parler à leur employeur parce qu'un employeur, tu sais, ça reste que c'est leur boss, fait qu'ils ont un petit peu peur de ce qu'ils disent. Donc, moi, je peux accompagner là-dedans. Donc, OK, quand tu as quelque chose à dire à ton employeur, on y va ensemble. Je te laisse parler, mais je suis là en soutien supplémentaire au cas où que tu es plus stressé ou peu importe. Fait que ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place. C'est sûr que ça dépend tout le temps de la situation puis de l'employeur parce qu'il faut quand même que le milieu soit ouvert. Puis il y a des employeurs qui disent: «Oui, on est ouvert», puis finalement, quand tu arrives sur place, ben, plus ou moins finalement. Ça demande trop d'encadrement, pour ce qu'on peut fournir. On est en manque de personnel ou bref, il y a de multiples raisons, puis c'est bien correct. Mais c'est que ça demande quand même beaucoup de soutien. Donc moi, je peux le fournir, mais c'est sûr que je pourrais pas rester 10 ans dans le dossier, là. Tu sais, il faut avoir des objectifs, puis qu'on les réussisse ensemble. Mmh. Donc c'est sûr que si jamais je vois que moi, mon soutien, il est plus suffisant, puis ça prendrait plus, ben moi, je peux référer ailleurs dans un autre organisme qui peuvent venir aussi sur le milieu de travail, puis continuer le suivi à plus long terme. D'accord, merci Mathilde. On Merci. arrive, déjà à la fin du webinaire. Ça a vite passé. Je voulais d'abord, mesdames, vous remercier infiniment de la générosité de votre, partage et d'avoir été parmi nous, aujourd'hui. Merci aussi aux traducteurs et traductrices et puis bien sûr à toutes les participantes et les participants présents à ce webinaire. Je vous invite à compléter, on fait une évaluation systématique de chacun de nos webinaires. Là, vous avez reçu le formulaire dans le Q&A, mais vous allez aussi le recevoir par la suite, par courriel. Quand on a enregistré le webinaire pour pouvoir le rediffuser, on va faire ça sans doute, après les fêtes. Vous pouvez notamment, le retrouver sur, notamment YouTube.
Et vous allez aussi recevoir un document ressources complémentaires. De par ce nom, en fait, je vous invite énormément à le regarder. On essaie dans ce document de compléter les interventions de nos invités. Il y a notamment toute une partie qui va vous intéresser sur l'évaluation professionnelle de travailleurs et travailleuses en situation de handicap, mais aussi sur la gestion de carrière, donc des références, des informations. Et je voudrais aussi vous annoncer une chose importante qui va se passer pour le comité. On organise le 21 mars prochain, en mode hybride, une journée entière à Montréal qui va porter sur les nouvelles technologies en soutien à l'emploi des personnes handicapées. Donc, vous allez recevoir des informations et une invitation pour cette journée. Puis, évidemment, si vous êtes intéressé, on serait vraiment heureux de vous voir ce jour-là. Pour finir, bah, je vais vous souhaiter un très beau temps des fêtes, vous remercier encore de votre présence et puis, vous souhaiter une bonne, fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.